c'est un très beau film et j'allais te le dire, je pense que c'est un de tes... je fais une remarque et j'ai l'impression que c'est un peu un tournant dans ta carrière. Moi qui te suis depuis un petit moment, c'est un de tes rôles les plus forts, les plus intenses. Donc deux questions. Est-ce que tu as le même sentiment que moi ou est-ce que c'est moi qui fabule? Et la deuxième, comment on se prépare pour un rôle aussi troublant, j'ai envie de dire? Ouais, sans aucun doute, c'est un rôle qui marque ouais, peut-être un tournant. Et puis c'est peut-être la première fois que je fais un rôle j'allais dire, de vrai adulte, par un mec qui est entre l'adolescence et l'adulte. Là, c'est un vrai type embarqué dans une histoire et puis aussi confronté à sa propre paternité aussi à un moment donné. Donc je pense qu'il y avait ça. C'est un rôle très dense, enfin sur le papier c'était ça, très sombre, dense, intérieur, etc. Et surtout c'était l'histoire qui amenait ça. Le scénario était extrêmement documenté, très précis, factuellement. Enfin voilà, il y avait quelque chose de très très riche. À côté de ça, il y avait une documentation que tu m'avais donnée, que Frédéric Tellier m'avait donnée. Je dis ça pour le micro, donc qui était très riche, etc. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer le vrai Charlie que je joue, et qui a été une rencontre déterminante pour évidemment pouvoir le jouer, même s'il ne s'agit pas de coller exactement à son image. C'est pas un biopic sur lui, mais de comprendre ce qu'il a pu ressentir pendant ces 7 années de track pendant lesquelles il a été confronté au pire, quoi, à l'horreur absolue, et comment cet homme-là arrive malgré tout à aller trouver quelque chose Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement humain qui se dégage de ce film, je trouve, à travers ce personnage, à travers le personnage de Nathalie Baye, et c'était ça qui était intéressant dans la démarche aussi. C'est de ne pas avoir un film sur Guy Georges, sur un serial killer, c'est pas sur ça, c'est sur la traque de cet homme et surtout sur tout ce que ça chamboule chez les familles de victimes, chez les gens qui ont eu à travailler sur cette affaire, que ce soit les policiers ou les avocats. Donc c'était ça, s'il y a un hommage à rendre, je dirais, c'est peut-être à ces gens-là qui sont dans le travail et qui vont chercher le bien, et comment le mal s'est inséré à un moment donné dans toute cette, dans tout ce groupe de personnes. Voilà. Et le vrai Frank Magne, le vrai Charlie, il était impliqué comment dans le projet? Parce qu'il y a même son interview dans le dossier de presse. On imagine qu'il était quand même vraiment proche de ça. Ouais, tu veux que je réponde? Ouais, sur le début, l'écriture, moi, effectivement, il était très investi parce que je l'ai rencontré avant d'écrire le scénario, en fait. Donc, et j'ai passé une grosse année avec lui, à dîner avec lui une fois par semaine, à le rencontrer une fois par semaine pour qu'il me livre un peu l'histoire. Et ensuite, pendant l'écriture, il a lu régulièrement les épreuves du scénario en les corrigeant ou en nous indiquant des meilleures directions que ce qu'on avait pris, ou plus juste historiquement en tous les cas. Voilà, il nous a tout le temps suivis, il a vu le film plusieurs fois déjà, il est souvent avec nous dans les salles, toujours obscures et sans gloire, mais de temps en temps il est là, caché, à regarder comment ça se passe. Ouais. Et on pense quoi du coup il est très ému, oui, bien sûr il se reconnaît, bien sûr, parce qu'il y a des... je n'ai pas suivi le début, peut-être Raphaël vous a dit, 80% de ce que vous voyez dans le film c'est passé précisément comme ça, puisque c'est beaucoup un condensé des procès-verbaux de l'époque. Donc il se reconnaît. Voilà. Après, dans les 20%, il y a des situations imaginaires pour résumer, d'autres qui étaient plus longues en espace. Évidemment, en condensant 10 ans en 2 heures, il y a forcément des petites coutures qu'on est obligé de rajouter. Et notamment dans ce groupe Carbonel, peut-être tout ce que dit Charlie, c'est pas lui qui l'a dit, mais il est un peu l'emblème du groupe. Donc voilà, ça s'est passé dans le groupe. Donc bien sûr, il se reconnaît complètement, il reconnaît complètement ce qui s'est passé au sein du groupe. Et il est très fier et très ému du film. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez appris du métier de flic, en fait, en faisant en ayant le rôle de Charlie, qu'est-ce que vous avez appris, en fait, de ce monde-là, de ce métier, d'une enquête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Il y a plusieurs choses. Déjà, je trouvais que dans le scénario, on était loin de ce qu'on peut voir dernièrement au cinéma, avec des flics très durs, très noirs, très alcoolisé en général, très drogué, toujours un petit peu ripou. Là, d'un coup, on n'avait pas cette représentation-là. Alors, il s'agit d'enquêteurs du 36, donc c'est quand même la crème de la crème. Mais il y avait quelque chose
d'assez simple, je trouvais, dans ce qui était décrit. Et il se trouve que quand j'ai pu rencontrer Charlie et rencontrer d'autres personnes qui travaillent au 36, c'est cet esprit de groupe qui m'a frappé chez eux. La légende, enfin la légende du 36, évidemment, elle est très présente quand on pénètre dans les lieux, quand on rencontre ces gens-là. On pense à certains films, on pense évidemment à certaines affaires qui ont été très célèbres. Mais moi, ce qui m'a frappé chez eux, ouais, c'est peut-être cet esprit de solidarité, de groupe, cette abnégation, cette discrétion, la pudeur. Une chose toute simple aussi, par exemple, dans le film, c'est on voit les enquêteurs sont tous en costume cravate. Mais ça, il m'avait expliqué que c'était, voilà, au cas où on doit aller annoncer un décès, il faut qu'ils soient prêts pour aller annoncer ça à la famille. Donc il y a quelque chose où c'est plus des gens qui accompagnent les familles des victimes et qui sont là en permanence pour entendre tout ça, pour prendre ce poids-là sur leurs épaules. Donc c'est assez fascinant et on est forcément admiratif de ces gens-là. Et surtout quand on voit, en l'occurrence pour mon personnage, que pendant qu'il traque Guy Georges et qu'il voit toutes ces horreurs, il est à côté capable d'avoir une vie de famille, d'avoir 2 petites filles qui naissent, voilà, et que la vie, malgré tout, est plus forte que toutes les horreurs qu'il a pu voir. Donc ça, c'était assez frappant, et c'est ça qu'on voit chez ces hommes-là. C'est des gens très, évidemment, meurtris, touchés par ce qu'ils voient. Ils essayent de faire, comment dire, d'avoir une limite entre travail et le travail et leur famille, et on voit surtout des gens qui sont pleins de vie, quoi, parce que justement confrontés à l'horreur, ils savent à quel point la vie est précieuse, et voilà, et c'est ça aussi qui baignait tout le film, tout le scénario, c'était cette vie-là, quoi. On n'est pas dans le morbide, quoi, et c'est ça que je trouvais hyper intéressant dans le projet. Juste, en continuant là-dessus, du coup, d'avoir ce rôle-là, est-ce que c'était dur? Est-ce qu'il y avait du plaisir à avoir ce rôle-là? Est-ce que justement, pareil, on pouvait faire une coupure, ou est-ce qu'on était vraiment plongé dans ce milieu? Alors au début, on se dit, il y a le petit enfant qui est en soi, qui parle et qui se dit chouette, je vais faire un flic, je vais arrêter des gens, etc. Et puis après, on est confronté, là il se trouve que c'est une histoire réelle, donc à des documents d'époque, etc., des procès-verbaux, à toute l'horreur de ce qu'ont pu vivre ces gens-là. Donc nous, après, pendant la préparation, parce qu'on s'est pas mal préparé en amont avec les autres comédiens et Frédéric, et pendant le tournage, on est forcément atteint par une histoire comme celle-là. Et c'était pas un tournage facile, c'était un tournage un peu plombant quand même, hein, quand vous rentrez chez vous. Là aussi, vous vous retrouvez un petit peu, vraiment un petit peu, hein, dans la peau d'un flic qui rentrerait chez lui et qui doit faire la coupure. Nous, il se trouve que c'est de la fiction, et malgré ça, ça nous atteint. Donc voilà. Nous, ça a été que 2 mois. Pour Frédéric, ça a été 6 ans de travail. Donc voilà. Mais en même temps, c'était nécessaire et vital de se rapprocher de ça, quoi, pour essayer d'être le plus juste possible. Et monsieur, je me permets de me tourner vers vous. Je vous félicite, d'ailleurs, je félicite Raphaël, je vous félicite. C'est merci, c'est vraiment, gentil. On le pense tous, d'ailleurs, on se le disait en arrivant. Vous l'avez vu quand, le film? Moi, ce matin. Vendredi. Ouais. Voilà, donc c'est tout frais. Vous, cet après-midi? Cet après-midi, ouais. Ah ouais. T'es encore un peu sous chaud. C'est tout frais. Là où le film est très réussi, c'est qu'il est très humain. Il est très humain, je veux dire, vous jugez absolument personne. On suit parfaitement le parcours donc, du flic et de l'avocate. Donc j'ai envie de dire j'ai envie de vous demander comment vous avez abordé la mise en scène pour traiter les personnages, et aussi le croisement. Je veux dire, c'est là que le film est bien foutu. Il est bien monté. On suit en parallèle l'enquête et le jugement. Comment vous avez abordé tout ça? Merci déjà du compliment. C'est effectivement là où on voulait l'emmener, le film, vers cette humanité, dans cette noirceur, quoi. Donc ça, je l'ai bien vu. Non, c'est vraiment le film est réussi si on ressent ça. Comment on s'y est pris. Cette affaire me tracassait depuis longtemps, et puis le mal me tracasse depuis longtemps en général. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté lumineux qu'on peut y voir, qu'on a rencontré en discutant, en faisant connaissance avec les vraies personnes qui sont lumineuses de ce point de vue-là, malgré le grand gâchis humain de cette affaire. Comment je m'y suis pris
pour répondre précisément à votre question, au niveau de la mise en scène, du coup, je me suis dit être le plus simple possible. D'abord le plus modeste possible, parce que ce que disait Raphaël, il y a une telle charge émotionnelle sur une affaire comme ça, parce qu'elle est récente, parce que les familles de victimes sont pas loin autour de nous, parce que le vrai enquêteur est là, la vraie avocate est là, et puis parce que c'est une affaire terrible. Donc je m'étais dit, moi, ma mise en scène, je voudrais qu'elle soit le plus simple possible. Alors peut-être qu'elle est jolie à l'arrivée, mais si vous regardez bien, elle est hyper simple, hein, quand même. J'ai tout à l'épaule, à hauteur d'homme, très proche des acteurs. C'est aussi un cinéma que j'aime bien, moi, d'être très proche des acteurs. Je suis d'accord avec Raphaël, à une époque où on fait un peu moins ça, on avait envie d'être très simple. Moi, j'avais envie d'être très simple dans mon film. Comment l'aborder après au niveau des juxtapositions, c'était l'idée un peu que ces deux lignes se répercutent, s'entrechoquent en permanence, pour avoir une réflexion un peu plus globale sur le mal, comment le mal s'immisce dans nos vies, dans notre société, comment ça nous impacte tous, comment on réagit, comment les institutions se mettent en place pour nous protéger, voilà, et comment l'individu au milieu du mal survit et reste droit malgré ce qui fait que nos vies sont bousculées plus ou moins douloureusement, en l'occurrence là très douloureusement, quoi. Voilà, donc tout ça c'était réglé à l'écriture, je dirais, de mettre en parallèle ces deux lignes de récit presque, j'allais dire, différentes à 10 ans d'écart, et pourtant de voir que les avocats sont repassés par ce par quoi étaient passés les policiers pour s'en dépatouiller, réexaminer l'affaire et faire en sorte que la société arrive à vivre avec ça, quoi. Il y a aussi, je te laisse parler juste après, puisqu'on parlait de mise en scène, ce que j'aime beaucoup dans l'image, la période film d'époque des années 80, ouais. Il y a une espèce de... C'est un peu granuleux. Ouais, tout à fait. Ouais. On dirait que c'est filmé avec de la pellicule, et la deuxième partie, c'est plus, ça fait plus numérique. C'était voulu, ça aussi. Ouais, c'est complètement voulu, parce que c'est vrai on a essayé, je dis un on collectif, parce qu'on a tous essayé d'être très attentifs aux époques, en fait. Parce que dans la réalité historique, c'était important de se rappeler que les années 90, il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, puisqu'on voit le premier ordinateur du 36 qui a réellement été apporté un jour par le vrai Charlie. Voilà, et donc je m'étais dit pareil, tiens, dans les années 90, comment on aurait filmé ça? C'est sûrement le côté documentaire dont on nous parle souvent. Dans les années 90, on l'aurait filmé en pellicule, et puis en 2001, le moment du procès, on était déjà passé au numérique, donc c'est vrai que toute la période policière avait cette pellicule qui s'est affinée comme elle s'est affinée dans cette dernière décennie du siècle passé, quoi. En 98, c'est toujours de la pellicule, mais elle est très fine, il y a moins de grains, et puis voilà, en 2001, on est passé au numérique, donc c'est une image plus lisse. D'accord. On parlait de l'humanité du film, ce qui est fou, c'est que même le personnage de Guy Georges, on pense beaucoup à ce que dit l'avocate, on traque l'humain derrière le monstre, et jusqu'à la scène des aveux, qui est une scène très forte dans le film et qui arrive assez tard, on doute en fait, même si on sait vraiment le dénouement, mais on doute de la culpabilité de... Ouais, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de... Je trouve qu'on fait... Bon, dans le polar, le principe c'est souvent qui a fait le coup et on le découvre 2 heures. Là, on le sait qui a fait le coup. Mais je trouvais intéressant de se replonger dans cette histoire parce que c'était la dimension, pas philosophique au sens où on est des philosophes, hein, loin de là, mais vous voyez ce que je veux dire. Comprendre cette histoire, pour avoir une chance de la comprendre, de s'en rapprocher, il fallait vraiment être dedans comme ils l'ont vécu à l'époque. Donc ça, c'était très important de ne pas avoir un coup d'avance. Bien sûr que le spectateur a un coup d'avance, puisqu'on sait l'avantage sur cette affaire, c'est que finalement on la connaît très mal. On se rappelle du nom de Guy Georges et le tueur de l'Est parisien, mais on ne connaît pas le déroulé de l'affaire. Donc c'est vrai qu'on est brinque-ballé, et c'est vrai aussi que Guy Georges avait ce côté très charmant, a sûrement toujours ce côté très charmant, et qu'il a enfumé pas mal de monde grâce à ça, de son point de vue à lui. Donc c'était, si d'un côté le film est perçu comme un film avec beaucoup d'humanité, et d'un autre côté où on est brinque-ballé, on a réussi notre coup, parce que c'est ce qu'on voulait faire, replacer le spectateur comme quelqu'un d'actif à l'époque, qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait fait, et j'ai toujours de nature eu beaucoup de mal quand on juge a posteriori, c'est toujours facile de dire j'aurais fait ci, ça et ça. Et nous, on les a fréquentés, les enquêteurs, ils sont meurtris, blessés, hyper émus de cette affaire. Jensen est mort quelques années après d'un cancer au cerveau où il sait que c'est cette affaire qui l'a tué.
voilà, c'est une affaire extrêmement émouvante pour tout le monde. C'est une fois de plus un grand gâchis humain. Cette petite nana qui ont été arrachées à la vie comme ça, bah, ça laisse des traces. Voilà, l'idée du film, c'était de rendre hommage, comme l'a dit, je fais que paraphraser Raphaël, en fait. Comme il l'a très bien dit, c'était rendre hommage à ces gens-là et à notre humanité, à nous tous, quoi, un peu. Les acteurs sont vraiment super bons, on les oublie, on voit vraiment les personnages. L'acteur qui joue Guy Georges. Ouais, Adam Anian. Adam Anian, ouais. Vous avez fait comment le casting pour choisir bah, c'est un processus classique de casting assez long, parce que j'ai vu beaucoup d'acteurs, puis j'en ai vu un peu moins, puis encore moins, puis il en restait 2 à la fin, dont Adama. Ils étaient tous les 2 évidemment très forts techniquement, c'est des acteurs très en pleine capacité. Le choix s'est fait sur ce qui m'a semblé être la capacité morale à aborder le rôle, quoi, la compréhension de ça, la distance aussi qu'il était capable d'y mettre, et la façon dont il pouvait se protéger de ça. Voilà, et c'est vrai qu'Adama est assez fabuleux pour un rôle extrêmement compliqué à aborder moralement, surtout, quoi, bien sûr, extrêmement compliqué. À assumer, ouais. À assumer, ouais, tout à fait. Et j'en profite justement parce que tu as raison, c'est un vrai film d'acteur. Je disais tout à l'heure à Raphaël que je l'avais rarement vu aussi intense, et que c'était une nouvelle phase de sa carrière, voilà, comme je disais. Et lui, c'est une révélation. Et même Nathalie Baye, d'ailleurs, je l'avais rarement vue comme ça. Enfin, si, je l'avais déjà vue aussi forte, mais je me souviens pas récemment. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Nathalie et sur Raphaël, puisqu'il est là, ma foi? Bah, que je les aime tous les 2. Voilà, c'est profondément. Non, je peux vous dire que je sais pas, c'est vrai que d'aborder un film comme ça, on en a souvent parlé avec Raphaël, il y a d'un côté une énorme émotion de raconter une histoire très récente, très réelle, et puis d'un autre côté il y a l'envie de faire un film fort, impressionnant. Voilà, nous-mêmes on était souvent brinque-ballés entre ces 2 émotions qui sont très nourrissantes pour nous. Je sais pas, souvent un metteur en scène dit j'aurais pas fait le film sans eux. Pour le coup c'est vrai, j'aurais pas fait le film sans eux. Je pensais à Raphaël à l'écriture, Nathalie je lui ai proposé le rôle, je lui ai parlé du rôle, j'avais pas encore écrit. Bah, je suis content si vous les appréciez, parce que je trouve ces 2 acteurs, j'ai souvent dit Nathalie, je pense que tout le monde a envie de tourner avec Nathalie Baye. Ah, bon, moi j'ai eu la chance de tourner avec elle, quoi. C'est une de nos magnifiques stars françaises, internationales. Vous avez tourné avec elle d'ailleurs? Je l'avais connue sur Les Hommes de l'Ombre avant, quand j'avais tourné la série télé Les Hommes de l'Ombre. C'est à ce moment-là que j'avais parlé du personnage de Frédéric Pons. Et Raphaël, il incarne la nouvelle génération des acteurs, des jeunes acteurs un peu à l'ancienne. C'est ça que j'aime bien, quoi, cette dimension un peu gabinesque. Moi j'ai une passion pour les acteurs, je trouve que c'est l'émotion, dans ma partie de travail, c'est l'émotion la plus pure, presque enfantine avec eux, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas sali quand on travaille avec un acteur. Donc je suis content parce qu'on s'est rencontrés avec Raphaël au tout début du projet. C'est toujours très compliqué d'aborder une star, un acteur connu. Avec Raphaël, ça s'est fait extrêmement simplement. Il a eu le script un soir, il a lu dans la nuit. On s'est vu le lendemain midi. La nuit. Voilà, et on s'est dit oui, et on ne s'est pas quitté, et on ne se quitte toujours pas plus d'1 an après. Donc voilà, après, s'il y a cette magie et cette poésie du cinéma qui passe, je suis encore plus content, parce que c'est 2 acteurs que je trouve fabuleux, et Nathalie et lui. Parfait. Et vous êtes quel genre de réalisateur? Enfin, comment vous les avez coachés ou dirigés? Je sais pas comment. Je crois que je suis le genre de réalisateur qui accompagne les acteurs. J'aime pas trop le mot direction d'acteur. Je crois qu'on dirige pas trop un acteur, quoi. On l'accompagne. Voilà, je suis celui qui connaît le mieux le projet, donc évidemment je l'accompagne. Et puis après, au lien de confiance, ils me font confiance, c'est-à-dire j'ai le regard dessus, parce que je suis pas dans l'émotion, enfin je suis dans l'émotion qu'ils me donnent, mais je suis pas je saute pas dans le vide, moi, contrairement à eux. Donc voilà, je crois que je souffre avec eux, j'ai cette particularité. Moi je suis pas un metteur en scène très costaud, quoi. Je suis ému quand ils sont émus, je suis bouleversé quand ils sont bouleversés, je suis fatigué quand ils sont fatigués. Voilà, et je crois que ça crée un truc intéressant. Voilà, j'ai l'impression d'être ça, mais peut-être Raphaël pense totalement l'inverse. Mais voilà, je suis en empathie avec eux, c'est ma famille, quoi, les acteurs. C'est ma plus belle récompense de vie, quoi, de travailler avec un acteur. Tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose. C'est alors, totalement quelque faux. chose. Non, mais la particularité de Frédéric, c'est justement, on a vraiment beaucoup travaillé en amont. Il nous a
tous donné énormément de documents sur l'époque, etc., sur l'affaire en particulier, sur les années 90. Et on a eu la chance, avec les autres acteurs, de rencontrer les vrais flics du 36, etc. Et de voir à quel point les flics du 36 avaient été marqués, ça nous a tous unis. Donc on s'est beaucoup vus en amont, on a beaucoup parlé de cette période-là. Après, quand vous arrivez sur un plateau et que vous avez un tel souci de réalisme, on a eu la chance d'aller visiter le 36, on n'a pas pu tourner dedans tout parce que c'était compliqué. Mais quand vous arrivez dans un décor qui a été refait, mais de manière identique, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire quand vous êtes plongé dans des conditions aussi réelles auxquelles vous croyez, il est facile après, j'allais dire, de jouer là-dedans. Donc c'est un peu comme s'il avait préparé le terrain, et vraiment bien préparé, bien balisé. Et puis nous, après, on trouve notre liberté à l'intérieur de ça. C'est pas quelqu'un en effet, c'est pas un tortionnaire. On est loin d'un dictateur de plateau, pas du tout. On se sent très très libre sur le plateau de Frédéric, et tous les acteurs d'ailleurs, vous pouvez voir tous les acteurs qui sont là. Il y a quand même des violences là, Michel Guillermoz, Olivier Gourmet, il y a Christa Terré pour les plus jeunes, Adam Anian. Bon voilà, il y a quand même Marine Denicourt, etc. Enfin, il y a quand même des sacrés acteurs, et tout le monde lui a fait confiance très très vite, extrêmement vite. Parce qu'il y a un amour des acteurs, de ce qu'ils peuvent donner, et puis en même temps, j'ai l'impression qu'on a tous voulu donner le meilleur, en tout cas pour cette histoire dans laquelle il nous a réellement plongé. Parfait. Comme vous le dites, c'est vraiment un film sur le 36 qui est des orfèvres. Mais en même temps, on voit un peu, pas une guerre des polices, mais on voit qu'il y a un peu des conflits aussi entre les différentes brigades. Ouais, il y a du conflit, mais c'est... Alors, je sais pas... Tout n'est pas parfait. Hein. Non, tout n'est pas parfait, ouais, absolument. Tout n'est pas parfait. Évidemment qu'il y a peut-être eu des errements et des erreurs dans cette enquête. Bon, après, moi, je suis personne pour juger ça, etc. Chacun a essayé de faire du mieux qu'il pouvait, mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes qui sont montrés dans le film. Mais après, c'est pas quelque chose de manichéen. C'est-à-dire chacun a une vision de l'enquête. Ils veulent vraiment confronter leur point de vue. C'est pas pour des raisons de gloire personnelle, comme mon personnage le dit à un moment donné. C'est un peu... comment dire... C'est pas parfait parce que c'est humain aussi, quoi. C'est pas parfait parce qu'on est dans l'humain, justement. Et je suis complètement d'accord avec Raphaël, on l'a senti là-bas. Les conflits entre groupes étaient dus à des visions différentes, des sensations différentes, des certitudes différentes, et pas de la malveillance. Évidemment que ces flics, il y a 9 groupes de 5 ou 6 flics, une cinquantaine de flics à la brigade criminelle, c'est les plus grands flics de France. Évidemment qu'ils sont leur motivation, c'est d'arrêter le tueur, quoi. Donc c'était pas de tirer la couverture à eux, mais c'est vrai qu'une fois de plus, cette époque, pas d'information centralisée, pas d'ordinateur, c'était une méthode très humaine, donc qui avait ses gros avantages qu'on voit, et puis ses inconvénients aussi, ce dont vous parlez, quoi. Absolument. Parfait. Et juste pour conclure très vite, vous qui venez de la télévision, je crois savoir, ça change pas grand-chose de passer de la réalisation d'un téléfilm à un film de cette ampleur? Vos téléfilms étaient déjà bien rock'n'roll, je veux dire, les albums, ça, voilà. Oui, parce qu'en plus, je viens pas forcément de la télé, j'ai été longtemps assistant au ciné avant, je viens d'un peu partout, mais je sais pas si ça change. Ce qui change, c'est la nature des histoires, je dirais. Oui. Là, celle-là, elle est très particulière parce qu'elle est réelle, une fois de plus, très récente. Voilà, il y a la même responsabilité de faire un film, on fait un film pour les gens, donc que ce soit télé ou cinéma. Voilà, évidemment, le cinéma c'est plus large, plus grand, plus fort, plus... Mais maintenant ça passe à la télé rapidement aussi. Donc, non, c'est plus... c'est 2 médias très complémentaires, un poil différent, mais avec beaucoup de similitudes. Là, en l'occurrence... Effectivement, moi qui viens de la mise en scène de télé, en tous les cas, j'étais content d'en avoir fait parce qu'on a tourné très rapidement ce film. C'est vrai. Ouais, c'était une petite économie, un film avec très peu de jours de tournage. On avait plus 7 semaines de tournage. On ne dirait pas le voir, on dirait un gros budget. Ouais, ça fait de l'illusion. Mais je pense que, en tous les cas, cette ambiance resserrée nous a beaucoup aidé aussi dans les émotions. On était un peu comme dans la vraie... urgence du moment. On va à l'essentiel, on va dans le donc nerf, la télé m'a aidé pour ça, quand même. Parfait. De ne pas me noyer dans tout ce travail en aussi peu de temps, quoi. Impeccable. Merci, messieurs. Merci à vous, je garde le micro. Mais moi aussi, j'adore ce...
Bonjour monsieur. Vous êtes poursuivi pour 11 viols aggravés, dont 7 suivis de meurtre avec préméditation, c'est-à-dire assassinat. Vous encourez la peine de réclusion à perpétuité. Lui, c'est Franck Magne, notre nouveau 5e de groupe. Tu vas commencer par te fader les dossiers en cours du groupe. C'est la tradition au 36. Et le dossier Pascal Escarfaille. Elle a été violée pendant des heures. Après, il l'a torturée et il a joué avec elle. Ça, c'est la récompense. Bien pour décompresser ou chialer. Essaie de garder un peu de distance. Sinon, elle va te démolir, cette affaire. Depuis le début, on tombe que sur des suspects qui collent pas. Pour moi, il y a quelque chose qui demande à sortir. 28 ans. Violé puis égorgé. On nous l'a tué! 23 ans. Violé et égorgé dans la nuit. Il se peut que le type soit revenu. La réalité, c'est qu'il y a des liens possibles, mais pas certains. Il tue, il s'arrête 3 ans, il recommence. On travaille mal, tous, on travaille mal. On parle de filles violées, égorgées! Moi aussi, j'ai une vie compliquée de merde. Et moi aussi, ça me ronge de pas trouver qui fait ça. Tu m'entends plus quand je te parle. Les analyses sont tombées. C'est le même homme. Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les 7 homicides. C'est une course contre la montre, messieurs. Il faut qu'on fasse vite. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Vous avez fait un travail impressionnant. Je suis juste celui qui a traqué le monstre pendant 7 ans. Et moi, je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre. L'ADN a parlé. Il s'appelle Guy Georges.